Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 29, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour les mois de février et mars 2024, et un petit peu avril aussi. Cette fois, j'ai une très mauvaise nouvelle concernant la disponibilité de la franchise sur les plateformes de streaming. J'ai des déclarations toutes récentes et surprenantes de la part de Ronald D. Moore, des nouveautés à venir en termes de vaisseaux miniatures et surtout de nombreux détails sur les coulisses de la saison 4 de Battlestar Galactica ainsi que de l'unique saison de Caprica grâce à des interviews toutes fraîches réalisées pour un article Fleuve. Comme d'habitude, les liens vers tous les contenus que je vais mentionner sont dans les notes de l'émission. On est début avril 2024, décollage. Après être revenu en SVOD en France sur Paramount Plus le 15 novembre 2023, dans des conditions particulièrement calamiteuses que je vous avais déjà racontées, la série Battlestar Galactica a disparu de cette même plateforme quelques jours avant la fin du mois de janvier 2024. Voilà la réalité de la SVOD. Rien ne vous appartient et vous ne savez jamais quand un programme va être supprimé. Les 4 saisons de Battlestar Galactica et l'unique saison de Caprica n'ont été disponibles en France que pendant moins de 2 mois et demi sur Paramount+. C'est honteux. Et c'est pas comme ça que la série va gagner en visibilité en France. Parce que, vous avez vu, je ne vous avais pas menti. Dès que la série est disponible en SVOD, les médias en parlent. Et des médias à très très large diffusion comme Télérama ou Télé Loisirs. Mais si la série n'est plus sur aucune plateforme, elle disparaît des médias et de l'esprit du grand public. Il semble que Paramount Plus se soit lancé dans une politique d'économie en supprimant les contenus qui ne leur appartiennent pas dans le monde entier et il est très probable que Battlestar Galactica soit une victime collatérale de cette nouvelle politique. Tout ça pour ça. Mais notez que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Américains ne sont pas mieux lotis que nous, puisqu'il semblerait qu'à l'heure actuelle, Battlestar Galactica n'est disponible sur aucune plateforme de streaming outre-Atlantique également. C'est quand même incroyable. Alors que je vous parle régulièrement de tous les articles qui placent la série parmi les meilleures productions jamais vues à la télévision, sans parler du fait qu'Universal, qui possède les droits de Battlestar Galactica, possède également ses propres plateformes de streaming, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Bref, c'est incompréhensible. Le 4 février 2024, le site anglophone She Knows a publié une interview de Ronald D. Moore où il parlait surtout de ses séries Outlander et For All Mankind. Mais une réponse très surprenante de la part du showrunner du reboot de Battlestar Galactica des années 2000 a tout de même retenu mon attention. Lorsque l'intervieweuse lui a demandé sur laquelle de ces séries il aimerait retravailler s'il en avait l'occasion d'ici une dizaine d'années, Moore a répondu, ouvrez les guillemets, « Oh, c'est difficile, ce sont toutes mes enfants. Mais ce serait génial de revenir pour refaire une saison de Battlestar. Mais ce serait compliqué parce que j'ai terminé la série de manière définitive. Du genre, voilà, c'est fini. Mais ce serait fun de revenir et de faire quelque chose qui s'insérerait entre 2 saisons existantes, juste pour réunir le casting encore une fois. » Fermez les guillemets. Quelques instants plus tard, l'intervieweuse demande à Ron Moore de choisir des personnages de ces séries pour une liste de situations précises et insolites. Par exemple, Moore choisirait d'être coincé sur une île avec Adama, car il considère que c'est quelqu'un qui est de bonne compagnie pour jouer aux cartes, boire un peu de whisky ou raconter des histoires, même si l'intervieweuse est surprise que sur son île déserte il y ait visiblement du whisky. Moore choisirait également d'envoyer Apollo seul sur une autre planète car il pense que c'est un personnage qui apprécierait de se rendre là où personne n'est encore allé. Moore choisirait également Starbuck pour être clonée afin qu'elle vive pour toujours. La dernière question était sur un personnage avec lequel il aimerait voyager dans le temps et là il a choisi Claire de Outlander, ce qui est littéralement ce qu'elle fait dans la série. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de réaliser que sur 4 questions, Moore a choisi 3 personnages de Battlestar Galactica. Donc pour une interview qui était essentiellement consacrée à Outlander et For All Mankind, j'ai trouvé ça surprenant de sa part.
Bear McCreary, qui avait composé les bandes originales des saisons 1 à 4 de Battlestar Galactica, sans oublier les téléfilms et le spin-off Caprica, a annoncé le 23 février la sortie prochaine d'un album solo qui ne serait pas une bande originale. L'album, nommé The Singularity, sortira le 10 mai et il sera précédé le 8 mai de la sortie d'un comic book. Car en fait, The Singularity est un concept album qui raconte une histoire visiblement de science-fiction. Une histoire que le compositeur avait en tête et qu'il avait commencé à écrire depuis l'âge de 15 ans. Et le musicien s'est fait plaisir, car cet album mélange son amour pour les bandes originales de films avec son amour pour le hard rock. Du coup, de nombreux invités prestigieux ont participé à l'album, comme Slash, le guitariste des Guns N' Roses, Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, Serge Tankian, le chanteur de System of a Down, Scott Ian, le guitariste d'Anthrax, le guitariste Joe Satriani, ainsi que des membres des groupes Meshuggah, Soundgarden, Blue Oyster Cult, The Dillinger Escape Plan, etc. 2 singles de l'album sont déjà disponibles, dont celui avec le chanteur très reconnaissable de System of a Down. Donc n'hésitez pas à y jeter une oreille sur les plateformes si le gros son ne vous fait pas peur. Bear McCreary a aussi révélé qu'un extrait d'une démo qu'il avait enregistrée il y a 30 ans sur une cassette figurait sur l'album, et que ce son était suivi d'une partie à la guitare jouée par Slash, alors que c'est justement ce guitariste qui avait inspiré la composition de ce passage. Quand je vous dis qu'il s'est fait plaisir. Le 1er mars, le site anglophone MovieWeb a sorti un article que j'ai trouvé inacceptable concernant l'ordre de visionnage de Battlestar Galactica. L'article multiplie les contre-vérités, en disant par exemple que la série spin-off Caprica est faite pour être vue en premier, ce qui n'est pas du tout vrai, suivi de Blood on Chrome, et seulement ensuite de la mini-série, puis des saisons 1 et 2. Et c'est là que l'article devient encore plus idiot, puisqu'avant de lancer la saison 3, il vous conseille de regarder les téléfilms Razor, puis The Plan. Or, je rappelle que The Plan contient d'énormes spoilers et qu'il ne faut surtout pas le regarder avant d'avoir terminé la série. Et le pire, c'est que l'article en est conscient, puisqu'il dit clairement que certains fans considèrent qu'il faut avoir terminé la série avant de regarder The Plan. Mais l'article enfonce le clou en prétendant que le téléfilm The Plan est conçu pour être regardé avant la saison 3, ce qui n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, il a été tourné après la saison 3. Je crois que l'auteur de cet article a confondu l'ordre chronologique de l'histoire et l'ordre idéal de visionnage, qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Cet article est vraiment stupide et ne peut qu'émaner de quelqu'un qui n'a pas vu la série et qui s'est contenté de faire ses recherches sur Wikipédia tout en persistant dans son erreur. Je vois pas d'autre explication. En tout cas, c'est vraiment bête de publier des choses pareilles qui pourraient vraiment gâcher la série pour de nouveaux spectateurs. Et j'ose à peine mentionner le fait qu'un site francophone bourré de publicité, dont je tairai le nom, a proposé une traduction intégrale de cet article, vraisemblablement réalisée avec Google Traduction, car il y a quelques formulations malheureuses que personne n'a relues. J'en veux pour preuve le fait que la traduction contienne les indications des plateformes sur lesquelles on peut presque tout regarder. Sauf que ces plateformes n'existent pas en France et comme vous le verrez un peu plus tard, en plus ces informations sont erronées. Vraiment, on a affaire à du grand journalisme dans les deux cas, c'est lamentable. Et en ce qui concerne le site francophone, de toute façon, il ne s'agit qu'un site de clickbait qui fait son beurre en affichant des publicités et qui ne fait que proposer des traductions automatiques d'articles américains. Dans un tweet daté du dimanche 24 mars 2024, la boutique Master Replicas a annoncé que son modèle exclusif de chasseur Viper entièrement doré de la série originale était enfin expédié à ceux qui l'ont précommandé. Il est également possible de le commander sur leur site web au tarif un peu salé de 270 €. Mais ce n'est pas l'info la plus intéressante qui figurait dans leur tweet. Ils annoncent aussi que dans le courant du mois d'avril 2024, ils vont mettre en vente des modèles de vaisseaux Battlestar Galactica que Eagle Moss, dont ils ont racheté les collections, devait sortir mais n'a jamais sorti. Je me demande de quel vaisseau il va s'agir, car si vous vous en souvenez bien, je trouvais que sur la fin, la collection Eagle Moss commençait à racler les fonds de tiroir en termes de nouveaux modèles. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, alors on va essayer de suivre ça de près. Le 19 mars, Susan Hogan a publié un message pour nous donner des nouvelles de son mari Michael, qui interprétait le colonel Ty dans la série réimaginée Battlestar Galactica.
Rappelons que l'acteur a subi un sévère trauma crânien après une mauvaise chute en 2020 et que ses fonctions motrices ont été grandement diminuées. Aujourd'hui, il arrive à se tenir debout et à faire 10 pas d'affilée en se tenant à une rampe, ce qui est un progrès extraordinaire pour l'acteur de 75 ans qui ne pouvait même plus se nourrir par lui-même il y a 4 ans. En dehors de ça, il travaille toujours sur son one-man show et il a fait sa première apparition publique depuis 4 ans lorsqu'il a accompagné sa femme en novembre dernier à une cérémonie lors de laquelle elle a reçu une récompense décernée par le syndicat canadien des acteurs. Toute la famille était d'ailleurs réunie pour cette occasion, y compris leurs 2 fils et leur fille qui est elle aussi handicapée suite à un accident survenu ces dernières années. En tout cas, a priori, les fans ont été très heureux de rencontrer Michael Hogan lors de cette cérémonie. Fin mars, le célèbre site anglophone /film a proposé 2 articles consacrés à Battlestar Galactica basés sur des interviews récentes. Pour le premier de ces articles publiés le 20 mars, le journaliste David Minen s'est en effet entretenu avec des scénaristes et des interprètes de la série, ainsi qu'avec le producteur David Icke pour raconter les coulisses de la saison 4. L'article est très long, très long. Et il commence par une remise en contexte du début du projet de reboot par David Icke, le plus proche collaborateur de Ronald D. Moore. Il raconte les choses sous un angle qui ne nous avait pas vraiment été présenté comme ça jusqu'ici, puisqu'il raconte que le projet de suite de la série originale, qui avait été lancé en 2001 par le réalisateur Bryan Singer, semblait ne plaire à personne, ce que je crois que j'ignorais jusqu'ici. En tout cas, le script de cette suite, que je vous ai intégralement raconté dans mon épisode Historica numéro 15, était visiblement loin de faire l'unanimité. Et les gens de chez Sci-Fi étaient plutôt en colère qu'on ait prévu de diffuser la suite de la série des années 70 sur la Fox, alors que le groupe Universal disposait de sa propre chaîne, Sci-Fi, entièrement dédiée à la science-fiction. Il raconte ensuite qu'il connaissait Ronald D. Moore, mais que ce n'était pas son premier choix pour le reboot de Battlestar Galactica, car il ne voulait surtout pas faire un truc à la Star Trek, dont Moore avait été le scénariste pendant 10 ans. C'est seulement après avoir longuement discuté avec Ronald D. Moore des parallèles qu'il pourrait faire avec le 11 septembre, qu'il s'est rendu compte que Moore aussi n'en pouvait plus des clichés de Star Trek. Viennent ensuite quelques explications sur le fonctionnement du bureau des scénaristes pour l'écriture de Battlestar Galactica. La scénariste Jane Espenson, qui a rejoint la série durant la saison 4, explique qu'il y avait un grand canapé en forme de demi-cercle face à un tableau en liège sur lequel Bradley Thompson épinglait de grosses fiches cartonnées avec les idées écrites dessus. Tous les scénaristes disent que Ronald D. Moore les encourageait énormément, qu'il leur faisait confiance et qu'il les invitait à le surprendre. Une fois par an, Moore leur payait une retraite dans un très beau chalet près du lac Tahoe, dans les montagnes de la Sierra Nevada, où ils discutaient tous ensemble de leurs idées d'histoire pour la suite de la série. Moore n'était pas présent en permanence dans le bureau des scénaristes. Il était souvent en voyage, ou dans sa famille, ou en train de travailler sur d'autres projets. Mark Verheiden était plutôt le scénariste en chef du bureau, mais il téléphonait régulièrement à Ronald D. Moore pour soumettre les idées, et ce dernier les corrigeait en direct au téléphone en changeant parfois l'ordre des scènes ou en leur faisant remarquer que plusieurs passages étaient trop similaires. Ron Moore était ouvert et il lui arrivait de valider des idées qui ne figuraient pas forcément dans ses indications de départ, ce qui est a priori assez rare dans le monde des scénaristes. Tricia Helfer, l'interprète de numéro 6, raconte que d'une manière générale, elle n'apprécie pas trop lorsque les scripts sont remis aux acteurs à la dernière minute, genre la veille d'un tournage, car ça ne leur laisse pas assez de temps pour s'adapter aux changements parfois inattendus dans l'attitude de leur personnage. Mais elle reconnaît que c'était rarement le cas sur Battlestar Galactica et qu'on leur remettait généralement les scripts avec 1 ou 2 épisodes d'avance. Katie Sackhoff se souvient que David Weddle et Bradley Thompson ont écrit parmi les meilleurs épisodes consacrés à son personnage de Starbuck. Quant à la scénariste Jane Espenson, elle enrageait parfois lorsque James Callis improvisait et modifiait les dialogues qu'elle avait écrits pour Baltar. Mais elle reconnaissait également que ces improvisations étaient souvent meilleures que ce qui figurait dans le script. Tout le monde, aussi bien les interprètes que les scénaristes, savait que la série devait se conclure avec sa saison 4. C'est comme ça que Ronald D. Moore l'avait annoncé à tout le monde dès le début. Ce serait un travail qui durerait 5 ans. Et si on compte la mini-série en 2 parties comme une saison à part entière, ça fait bien 5 saisons en tout.
Une partie de l'article traite de l'arc narratif de Starbuck durant les saisons 3 et 4, mais je ne les détaillerai pas ici à cause des très gros spoilers qui sont impliqués. En revanche, on y apprend que Katie Sackhoff n'a jamais vu la série, en tout cas pas comme nous l'avons vue. Elle explique qu'on leur remettait des DVD avec des montages préliminaires des épisodes où les effets spéciaux n'étaient pas du tout finalisés. Tricia Helfer, l'interprète de numéro 6, a déjà raconté des anecdotes similaires. Katie Sackhoff, l'interprète de Starbuck, n'apprécie pas de se voir à l'écran et elle a uniquement regardé ses versions des épisodes pour pouvoir juger de son propre jeu d'actrice. De plus, quand elle regarde quelque chose, elle ne le regarde plus jamais ensuite. Donc elle n'a jamais vu la série finalisée. Mais elle admet que son mari non plus n'a jamais vu la série et qu'il est donc possible qu'un jour, il se lance dans un revisionnage en couple. Concernant le fait que dans Battlestar Galactica, les gentils sont polythéistes tandis que les méchants vénèrent un seul dieu, le producteur David Icke raconte que si cette idée était séduisante sur le papier, elle était aussi légèrement effrayante, car aux États-Unis on ne plaisante pas toujours avec Dieu. Mais il admet qu'ils ont eu beaucoup de chance, car le patron d'Universal Television à cette époque, Michael Jackson, aucun lien avec le chanteur, était d'origine anglaise, et il était beaucoup moins à cheval sur ces questions religieuses que la plupart des Américains. C'est donc a priori grâce à l'origine anglaise de leur patron qu'on les a laissés faire en sorte que les monothéistes soient les méchants de la série. D'autres points sont abordés dans ce très très long article, comme les différentes versions de numéro 6 jouées par Tricia Helfer, la grève des scénaristes qui a failli nous donner une fin de série assez différente de celle qu'on a connue, quelques réflexions sur l'évolution de Baltar ou encore certaines réserves de David Icke à propos des choix scénaristiques de Ronald D. Moore pour la fin de la série. Mais je ne les aborderai pas ici, soit car j'en ai déjà parlé dans des épisodes passés, soit car ils contiennent de trop gros spoilers sur la fin. Le producteur David Icke mentionne tout de même des points intéressants concernant l'échec de la série spin-off Caprica. Il rappelle que Ronald D. Moore n'était pas impliqué dans ce spin-off et que les personnes embauchées pour le remplacer n'étaient peut-être pas les bonnes. Il tient des propos similaires concernant le casting de Caprica, car il pense que certaines mauvaises décisions ont été prises dans ce domaine, mais il ne donne aucun détail sur qui, selon lui, n'était pas à sa place à l'écran dans cette série. Il ajoute que l'écriture de Caprica essayait parfois d'imiter le style de Ronald D. Moore, mais sans vraiment y arriver, et devenait souvent incompréhensible au lieu d'être captivante. Il pense tout de même que cette série aurait pu être sauvée si elle avait pu continuer pour une saison 2. Il raconte même que Ronald D. Moore était exceptionnellement revenu pour proposer des idées pour la saison 2 de Caprica à la chaîne, mais la chaîne Sci-Fi a préféré annuler la série et David Icke le regrette encore, car les idées de Ron Moore étaient visiblement très bonnes. Il en va de même pour Blood and Chrome, car il pense que cette série aurait pu être très bonne également. Il déclare que la Bible écrite pour la série Blood and Chrome était vraiment pleine de très bonnes idées et que cette série aurait pu être un équivalent spatial de Band of Brothers. Malheureusement, la chaîne Sci-Fi avait changé de direction à ce moment-là et souhaitait s'éloigner de Battlestar Galactica pour faire du contenu qui ressemblait de moins en moins à de la science-fiction. L'article se termine sur des déclarations de Katie Sackhoff concernant la tournure prise par sa carrière depuis qu'elle a joué Starbuck dans Battlestar Galactica. Elle raconte qu'à l'origine, elle avait le choix entre jouer dans Battlestar Galactica ou NCIS. Et elle a choisi Battlestar Galactica parce qu'elle pensait que ça lui permettrait de tenir une arme à l'écran, car c'était son rêve en tant que fan de films de science-fiction ou d'action. Avant Battlestar Galactica, elle n'avait joué que des rôles d'adolescente angoissée, alors qu'elle rêvait d'être une interprète associée à l'action comme Bruce Willis, Sigourney Weaver ou Linda Hamilton. Je vous recommande vraiment la lecture de cet article si vous voulez en savoir un peu plus sur la saison 4 de Battlestar Galactica. Mais je me permets de vous redire qu'il est très très long et qu'il faut probablement plus d'une bonne heure pour le lire en entier. Dans un second article, beaucoup plus court, publié le 25 mars sur Slashfilm, le même journaliste, David Minan, va un peu plus dans les détails de ce qui ne fonctionnait pas avec le spin-off Caprica, toujours via des déclarations du producteur David Icke. Le journaliste avoue qu'il a eu du mal à aller au bout de cette série. J'en profite pour vous redire que ça a également été mon cas. Et le producteur David Icke explique que c'est probablement dû au fait que cette série manquait d'un fil rouge ou d'un thème principal. Caprica
parlait d'espionnage industriel, d'extrémisme religieux, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de quête d'identité pour les immigrés, de crimes organisés, d'histoire entre élèves dans un pensionnat et encore de beaucoup d'autres choses. Mais selon David Icke, cette multiplication des thèmes a donné à la série un rythme laborieux qui n'était pas plaisant à suivre. Quant aux personnages de Caprica, contrairement à ceux de Battlestar Galactica, ils n'étaient pas assez convaincants pour qu'on ait envie de les suivre dans leurs mésaventures. La vidéo m'avait échappé et pourtant elle est disponible depuis plusieurs mois. Régulièrement, le studio de modélisation 3D Metaball Studios publie une nouvelle version de son grand comparatif des tailles de vaisseaux spatiaux les plus célèbres, en commençant par les plus petits et en allant jusqu'aux plus gigantesques. Cette fois, on peut voir les vaisseaux par en dessous, comme si on était un humain de taille normale en train de les regarder passer dans la baie de New York. Ça ajoute beaucoup de contexte et on se rend beaucoup mieux compte de la taille de ces nombreux vaisseaux issus de franchises comme Star Wars, Star Trek et beaucoup d'autres. Si vous voulez directement voir le Battlestar Galactica moderne, il passe dans la vidéo à partir de 5 minutes 30 environ. Une news jeu vidéo maintenant, mais pas le jeu vidéo qu'on attend, en tout cas pas celui dont je vous parle depuis au moins 2 ans. Si vous êtes amateur de jeux de flipper sur console ou PC, sachez qu'il a été annoncé le 4 avril que le jeu Pinball FX accueillera 3 nouveaux plateaux en DLC qui sont inspirés de séries Universal à partir du 16 mai 2024. Ces 3 séries sont Xena la guerrière, K2000 et bien entendu la série réimaginée Battlestar Galactica, sinon je n'en parlerai pas. Il y a une bande-annonce qui permet de découvrir ces plateaux de jeu et si vous êtes amateur du genre, j'ai l'impression que celui consacré à Battlestar Galactica est vraiment très sympa, car on y retrouve des vaisseaux, des détails et tous les codes visuels de la série. Le jeu Pinball FX est disponible sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam et Epic Games. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'ajouterai juste qu'un tout nouveau musée de la science-fiction va bientôt ouvrir ses portes à Hollywood. Il s'appelle Sci-Fi World. C'est a priori le premier musée de science-fiction à but non lucratif au monde et il sera inauguré le 27 mai à Santa Monica. Ils ont l'air d'avoir de très belles choses dans ce musée créé par des fans avec des pièces issues de tournages et de diverses expositions. Rien que du côté de Star Trek, ils ont les passerelles complètes de l'Enterprise de la série originale ainsi que la passerelle complète de l'Enterprise D de la série La Nouvelle Génération. Il y a aussi beaucoup de Star Wars et de Marvel, du Terminator, des robots et apparemment du Battlestar Galactica. Mais je ne sais pas encore exactement quoi. Donc j'en reparlerai peut-être quand j'aurai plus d'infos. En tout cas, si vous passez dans cette partie de Los Angeles à partir du 27 mai 2024, ça peut valoir le coup de faire un tour au musée Sci-Fi World. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit Dravenardrock. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. By your command.